Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour la première de l'année 2021. Permettez-moi, au nom des fondateurs de cette communauté et des animateurs de cette communauté, de vous adresser nos bons voeux pour cette nouvelle année. Des bons voeux autant sur le plan de la santé. On vous souhaite également une excellente réussite professionnelle et puis du bonheur avant toute chose. Ce soir, on a la chance d'accueillir Tidjani Belmansour pour une présentation, mais je tenais à vous rappeler que nous avons une présence qui est sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre. On essaye d'annoncer la majorité des événements sur Twitter et sur Meetup également. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit, on va voir une nouvelle présentation avec Tidjani, mais si vous avez l'envie de revisionner cette présentation par la suite, je vous invite à faire ceci directement sur notre channel YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner au channel et vous pouvez revisionner l'ensemble des présentations qui ont eu lieu durant l'année 2020 et donc, bien sûr, pour l'année 2021 également. Donc, simplement sur YouTube, vous pouvez simplement saisir Communauté Microsoft Azure Québec et vous allez pouvoir revisionner les différentes présentations. Vous allez pouvoir également poster des commentaires et puis nous dire si vous avez aimé la présentation ou non, parce que nous sommes toujours à la recherche de feedback pour nous améliorer. Donc, ce soir, on discute avec Tidjani de la migration de web app et de bases de données sur Azure. Mais avant toute chose, permettez-moi de présenter Tidjani. Donc, Tidjani est architecte cloud chez Cofomo. Il est également Microsoft MVP Azure et il est également organisateur du Meetup et de la communauté Azure Québec. Donc, Tidjani, bonjour et bienvenue. Et puis, si après cette présentation, vous souhaitez prendre contact avec Tidjani, je vous invite à le contacter directement sur son Twitter, Tidjani_B. Vous pouvez regarder les contributions qu'il a pu poster sur son GitHub, ainsi que sur ses différents blogs, donc l'espacenuagique.com pour son blog francophone. Et vous pouvez également retrouver ces articles anglophones, donc ces articles en anglais sur dev.to/Tidjani. Donc, c'est super simple comme adresse. Donc, Tidjani, bonsoir et bienvenue. Merci de nous faire l'honneur de présenter cette présentation ce soir pour la communauté Azure Québec. Donc, je vais te laisser la parole dans quelques minutes. Je voulais dire aux personnes qui sont en ligne, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez voir quand vous êtes connecté pour rejoindre ce meeting, vous avez un bandeau de chat sur le côté droit de l'écran. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je vais faire la modération de ces questions. Et puis, Tidjani répondra également à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif, c'est qu'on fasse quelque chose de collaboratif entre vous et nous. Sur ce, merci beaucoup et Tidjani, je te passe la parole. Merci beaucoup pour cette belle introduction, Maxime. Puis merci à tous les participants d'être là. Donc, c'est pour moi aussi un honneur que vous passiez ce moment avec moi. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran, la présentation. Est-ce que, Maxime, tu peux me confirmer que tu vois mon écran? Je te confirme qu'on peut voir ton écran, c'est bon. Parfait. Donc, on est parti. Donc, le sujet de ce soir, on va parler en fait de la migration de nos applications web et de nos bases de données sur Azure. Donc, que puis-je dire de plus que ce que Maxime a dit déjà en introduction? Donc, effectivement, je suis architecte cloud chez Cofomo. Je suis un MVP, je suis aussi co-organisateur de la communauté Azure Québec qui organise l'événement de ce soir. Donc, je suis co-organisateur de cette communauté avec Maxime.
Et vous pouvez me retrouver sur mes blogs, donc Espace Nuagique et Dev2. Donc le Dev2, c'est les articles en anglais, c'est les mêmes que sur Espace Nuagique, mais en version anglaise. Puis si le cœur vous en dit, vous voulez échanger ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre par Twitter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc, au niveau de la migration vers le cloud ou Azure en l'occurrence, qu'est-ce qui motive cette belle aventure qui est la migration? Il y a différents leviers, donc différentes raisons pour lesquelles on voudrait migrer vers le cloud. Une des raisons, c'est la fin de vie de notre data center. On a un centre de données en local, puis il arrive en fin de vie, on se pose la question, devrait-on le remettre au goût du jour, donc le faire évoluer, ou bien transférer tout ça vers le cloud, puis fermer notre data center. On pourrait aussi, un autre levier serait aussi l'intégration de nouvelles acquisitions. Donc, si on a de nouvelles solutions qu'on vient d'acquérir, est-ce qu'on doit par exemple acheter de nouveaux serveurs pour pouvoir supporter ces nouvelles acquisitions, donc ces nouvelles applications, ou bien utiliser l'info nuagique, donc le cloud, comme levier pour pouvoir intégrer ces nouvelles acquisitions. Est-ce qu'on a un besoin de capacité? Parce que notre centre de données n'est peut-être pas suffisant pour répondre à la demande grandissante de nos clients. Dans ce cas-ci, encore une fois, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on doit investir dans des serveurs physiques on-prem, donc sur site, ou bien exploiter la puissance du cloud? Comme probablement vous le savez, on peut toujours créer des solutions hybrides, donc une partie sur site, donc on-premise, une partie dans le cloud. Donc c'est aussi un scénario auquel on doit penser. Est-ce qu'on veut faire un rafraîchissement logiciel et matériel? Par exemple, vous avez tous utilisé Office. Là, Office, admettons qu'on est sur une version qui arrive en fin de vie, par exemple Office 2010 ou 2013, devrions-nous investir pour acheter la nouvelle version d'Office 2019 ou bien utiliser le mode SaaS, donc Software as a Service, qui est la version cloud, donc Office 365 en l'occurrence? Est-ce qu'on a des enjeux de sécurité? Si c'est le cas, au niveau de notre centre de données, est-ce qu'on veut renforcer la sécurité de notre centre de données, donc en investissant beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, ou veut-on exploiter l'expertise et la sécurité qui nous est déjà offerte par le nuage public ou privé, et en l'occurrence, par exemple, transférer nos charges de travail sur des environnements plus sécuritaires. Aussi attendre des enjeux de conformité, donc avec les différentes normes gouvernementales, etc. Par exemple, par rapport au niveau de protection des données, etc. Est-ce qu'on va faire de l'innovation applicative? Sous-entendu, si demain, moi j'ai des serveurs physiques dans mon organisation, puis on a toujours fait des applications web bien standards, et aujourd'hui on veut exploiter la puissance de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Je n'ai peut-être pas l'infrastructure qu'il faut pour ça. Donc dois-je acquérir de nouvelles infrastructures spécifiques à ces besoins-là, ou exploiter le cloud qui a déjà des services qui sont prêts à consommer, qui répondent à ce besoin-là? Donc, vous voyez, il y a différents leviers qui peuvent motiver notre migration vers le cloud. Maintenant, quand on a décidé de migrer vers le cloud, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a plusieurs questions qui vont nous venir à l'esprit et à laquelle il va falloir répondre avant de faire réellement cette étape de migration. Parmi ces questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont mes options pour migrer mes applications web sur Azure, par exemple? C'est quoi les services qui peuvent accueillir ces applications web? Et parmi toutes ces options-là, quelle serait l'option à privilégier selon mon contexte, mon besoin organisationnel, le contexte de mon application, etc. Est-ce que je peux faire ma migration par étapes ou dois-je planifier ça d'une shot? Si c'est d'une shot, probablement que je vais devoir arrêter mes applications, donc je vais devoir communiquer avec mes clients pour les prévenir d'une coupure de service, etc. Et probablement que je vais devoir mobiliser mes équipes pendant une journée, 2 journées, une semaine, peu importe, pour effectuer cette migration-là. Est-ce qu'il y a des problèmes que je peux d'ores et déjà anticiper par rapport à cette migration? Un exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est si je passe
d'une solution de stockage de données vers une autre solution de stockage de données. Est-ce que les protocoles sont les mêmes? Est-ce que j'ai des mêmes schémas, par exemple, au niveau des BD sont supportés, ou est-ce que je vais devoir faire une traduction, une modification de mes schémas pour transporter ça sur le cloud? Donc, tout ce genre de questions-là, ça va être des questions qu'il va falloir anticiper, puis pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, réduire un peu la douleur pour que ça fasse moins mal quand on va migrer. Une autre question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que je peux tester ma migration avant de, en bon français, tirer la plug sur mon environnement sur site? Donc, je migre mes charges de travail, mais qu'est-ce qui me garantit que mes charges de travail vont continuer à fonctionner de la même manière qu'elles fonctionnaient on-prem, puis que je ne vais pas avoir des erreurs? Donc, est-ce que j'ai moyen de valider que cette migration-là est une réussite avant de dépluguer mon environnement sur site? Pour toutes ces questions-là et pour bien d'autres, il y a la solution Azure Migrate. Azure Migrate, il faut le voir comme une boîte à outils qui nous permet justement de faire la migration vers Azure. D'accord? Donc, ça va nous aider à faire l'assessment, donc l'évaluation de cette migration-là, et de faire la migration au sens propre du terme, c'est-à-dire transposer les charges de travail de notre environnement sur site vers notre environnement sur Azure. Maintenant, il y a différents scénarios qui sont supportés par Azure Migrate. Le premier scénario, c'est des serveurs physiques ou des machines virtuelles qu'on veut transférer vers d'autres machines virtuelles. Par exemple, on a des machines virtuelles sur vSphere, qui est le cas de plusieurs de nos clients, et on veut les transférer vers Azure. Ce type de transfert-là nécessite bien souvent une conversion des images. Donc, on passe de vSphere vers Hyper-V pour aller vers du Azure IaaS. Okay? On a aussi le scénario de migrer des applications web vers des Azure App Services, par exemple. On a le scénario de migrer des bases de données. On verra un peu plus loin qu'on a différents scénarios qui sont de différentes sources et cibles qui sont supportées dans ce cas-là. Et on a également la migration des VDI, donc nos infrastructures de bureaux virtualisées. Donc, au niveau de Azure Migrate, ce qu'on supporte, c'est RDS, Citrix et VMware, et aussi des serveurs physiques qu'on peut transposer vers Windows Virtual Desktop. Aujourd'hui, comme on l'a dit en introduction, on va se focaliser essentiellement sur la notion de migration d'applications web et de bases de données. Si vous êtes intéressé à entendre parler des autres sujets, notamment des serveurs physiques ou des serveurs VMware, faites-le moi savoir, puis je pourrais trouver un présentateur qui pourra nous expliquer tout ça. Il existe d'autres scénarios de migration qui peuvent nous venir à l'esprit ou qui peuvent se déclarer, mais qui ne sont pas, en tout cas, pas à date, supportés par Azure Migrate. Parmi ces scénarios-là, on a le Azure VMware Solutions. Azure VMware Solutions, c'est quoi? C'est un service qui va nous permettre d'exécuter nos VMware vSphere sur Azure de façon native. C'est-à-dire, comme je vous expliquais un peu plus tôt, la migration vers du Azure IaaS va nécessiter la traduction ou la conversion de vos VM du format vSphere vers le format Hyper-V. En utilisant Azure VMware Solution, cette conversion-là n'est pas nécessaire, puis vos images vSphere vont s'exécuter nativement sur Azure. On a aussi la migration des charges BStalk. Donc, BStalk, aujourd'hui, avec l'outil BStalk Migrator qui est apparu assez récemment, puis qui continue d'évoluer au niveau des fonctionnalités, on est capable de migrer des charges BStalk vers du Integration Platform as a Service et des Logic Apps. Et enfin, on a le scénario des conteneurs qu'on veut par exemple migrer. Imaginez que vous avez un
orchestrateur ou une solution Kubernetes sur site, que ce soit du Red Hat OpenShift, que ce soit du Kubernetes Vanilla installé sur des machines ou peu importe, vous êtes capable de transporter ces charges-là vers Azure. Donc, vous avez différents types, ça peut être AKS, Arrow. Arrow, c'est Azure Red Hat OpenShift, qui est un cluster OpenShift géré par Microsoft et Red Hat conjointement. Vous avez ACI, qui est Azure Container Instance pour des charges, on va dire, plus petites ou des besoins plus petits et plus ponctuels. Vous avez un conteneur de registre qui est ACR, donc Azure Container Registry, qui permet d'avoir un registre de conteneurs privé, qui vous évite par exemple d'aller sur un Docker Hub public. Vous avez Azure Batch pour des traitements en lot et vous avez même du App Service for Container qui permet de déployer vos containers dans un App Service et de les exécuter là-dedans. Donc, vous voyez, il y a différents scénarios, différentes options qu'on peut évaluer puis exploiter. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux web apps et aux bases de données. Donc, commençons par la migration de notre application web sur Azure. Donc, dans le cadre de la migration d'une application web sur Azure, on a une migration qui peut se faire de façon automatique en utilisant l'assistant de migration en ligne d'Azure, Migrate. Si jamais notre application web est ce qu'on appelle un Internet Facing, c'est-à-dire qu'elle est exposée sur Internet, on peut aller sur l'outil, l'assistant en ligne, donc sur le site, on verra un peu plus loin, puis mettre l'URL de notre application. Et l'assistant va s'occuper de faire l'assessment, donc l'évaluation, nous sortir toutes les problématiques potentielles de migration. Puis si il n'y en a pas, ou si c'est que des warnings, puis on est à l'aise avec ces warnings-là, ben, on peut déclencher la migration. Pour des applications qui ne sont pas Internet-facing, donc qui ne sont pas exposées sur Internet, on pense par exemple à nos différents services web qui ne sont pas forcément exposés sur Internet. On peut télécharger l'assistant de migration, donc ce même assistant-là peut être téléchargé et exécuté sur notre environnement interne de l'entreprise, donc bien à l'abri derrière nos firewalls d'entreprise, et qui va se charger de faire la même chose, donc l'assessment, donc nous sortir potentiellement les problématiques de migration, et s'il n'y en a pas, ou si c'est que des warnings puis qu'on est à l'aise à y aller avec ça, ben on peut faire notre migration telle qu'elle. Pour ça, par contre, au niveau de l'assistant de migration sur site, lui, on doit l'exécuter en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que, en fait, l'assistant a besoin d'avoir accès à la configuration d'IIS, puis potentiellement modifier cette configuration-là. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'être admin. Cet assistant fonctionne sous Windows et supporte IIS 7.5 ou supérieur. Et il y a aussi, à ce niveau-là, donc au niveau de la migration des applications web, l'assistant de migration Azure Migrate supporte des applications web en .NET ou en PHP. Ça inclut aussi les applications, les sites WordPress. Donc, comme je vous disais, l'assistant de migration était disponible à cette adresse-là. Donc, c'est appmigration.microsoft.com. Donc, voyons ça en action. OK. Donc, si on voit, je vous ai mis les références vers les vidéos que je vous montre ici. J'ai utilisé des vidéos juste parce que la migration peut prendre assez longtemps, puis je ne veux pas non plus que la session dure plusieurs heures. Donc, les vidéos permettent d'avoir un tour d'horizon un peu plus rapide. Donc, vous voyez ici, on commence par aller dans le portail d'Azure, puis d'aller sur le service Azure Migrate. Donc, vous allez me dire, ouais, mais tu m'as parlé de l'assistant qui est sur appmigration.microsoft.com. Oui, c'est vrai. Par contre, notre instance Azure Migrate va nous amener là-dessus. Donc, vous voyez, on finit par atterrir là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un Azure Migrate, une instance Azure Migrate? C'est plus pour conserver les métadonnées de cette migration-là. Donc, tous les résultats des assessments, etc., vont être stockés dans notre instance d'Azure Migrate. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez,
on est en train de télécharger l'assistant de migration, puis on va l'exécuter on-prem. Donc là, vous voyez, on a un site qui s'exécute en local. Donc vous voyez l'URL localhost avec un numéro de port. Donc on va migrer cette application-là. Donc pour ça, on revient sur notre application, notre assistant de migration. On va l'exécuter en administrateur, comme on l'a mentionné. Il va analyser notre configuration IIS, puis il a détecté ici deux applications. Donc on clique sur le default website et il va faire son assessment. Donc ici, vous voyez, on a 11 éléments qui sont en succès, un warning et 0 erreur, tant mieux. Le warning en question, ce qu'il nous dit, c'est juste faites attention à votre app settings, votre configuration app settings. Donc la configuration app settings, ce warning-là, vous allez quasiment tout le temps l'avoir. Pourquoi? Parce que les app settings, quand on est on-prem, on va dire sur une application .NET par exemple sur IIS, les app settings ou les connection strings vont bien souvent se retrouver dans le web config. Quand on va sur Azure, dans un app service en l'occurrence, on va vouloir exploiter le Azure App Configuration ou les configurations de la web app. La section configuration de la web app. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que ça nous permet, par exemple, de définir des valeurs pour les différentes app settings ou les différentes connection strings en fonction du slot de déploiement, en fonction de l'environnement, en fonction de si on veut sécuriser un peu plus nos communications. Par exemple, une connection string dans laquelle j'aurai le login et le mot de passe du compte qui se connecte à la BD, on s'entend que c'est pas super sécuritaire. Donc, on va vouloir, par exemple, mettre ça dans une key vault puis faire une référence à la key vault. Donc, pour pouvoir exploiter toute cette puissance-là que nous offre Azure, on va voir ce warning pour nous dire, regarde, si je migre ton application telle qu'elle, ça va fonctionner parce que je vais quand même lire tes clés de config dans ton web config, pas de problème, mais tu as potentiellement intérêt à exploiter ton app configuration au niveau de l'instance de ton app service pour toutes les bonnes raisons qu'on vient d'évoquer il y a quelques secondes. Donc, la prochaine étape, c'est de s'authentifier à notre compte Azure. Puis, si ce qu'on fait, c'est un device login. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient rajouter une couche de sécurité par-dessus. C'est que oui, on se connecte pour faire la migration, mais c'est cette machine-là uniquement qui est autorisée à faire la migration. Donc, vous l'aurez compris, l'assistant roule sur le serveur IIS qui contient l'application qu'on veut migrer. Donc, une fois qu'on est authentifié, on va choisir où créer notre instance App Service. Donc, ça peut être une nouvelle instance ou une instance existante. Et ici, vous voyez, ça nous demande, est-ce qu'on veut, configurer la connexion ou gérer la connexion à la base de données, donc via un hybrid connection, ou bien on veut skipper pour le moment la connexion à la base de données. D'accord? On reviendra sur ce sujet-là dans quelques instants. Donc, juste garder à l'esprit que on peut soit skipper cette configuration-là pour le moment. Pour vous donner une idée pourquoi on a cette question. Imaginez, j'ai mon application web qui roule sur mon serveur IIS, donc dans mon data center en local, supposons que ça s'appelle le serveur web 01, puis il se connecte à une BD qui est sur database server 06, dans mon infrastructure en local. Là, je vais migrer mon application web. OK? Jusque-là, ça va. Par contre, si je skip ici la connexion à la base de données, puis que mon serveur de base de données n'est pas exposé sur Internet, ce qui est très souvent le cas, puisqu'il est tout à fait logique. Je ne veux pas exposer mon serveur de base de données sur Internet publiquement et que tout le monde puisse se connecter dessus. Puis si je n'ai pas, par exemple, de connexion VPN site-to-site ou d'ExpressRoute ou peu importe, pour pouvoir parler à mon infrastructure en local, vous doutez bien que mon application web ne fonctionnera pas parce qu'elle ne pourra pas se connecter à la base de données. Donc, une des solutions, c'est d'utiliser Hybrid Connection. Puis on verra plus loin comment l'utiliser, puis à quel besoin ça adresse. Pardon, j'ai été un petit peu trop vite.
Donc là, pour le moment, on skip la configuration de la connexion de la BD. L'assistant part, il fait sa validation, il commence à faire son déploiement, et donc il déploie l'infrastructure, puis ensuite il déploie l'application, donc il va ramasser tout ce qu'il y a dans mon serveur IIS on-prem, puis il va le déplacer sur Azure. Puis vous voyez ici, l'application est rendue sur Azure, on voit l'URL .azurewebsite.net, c'est super, l'application fonctionne. Maintenant, on vient de voir la migration d'une application qui roule sur IIS, donc c'est une application, on s'entend, Windows. Mais si j'ai une application, comment dire, une application Linux, je suis sur une application web, mais qui s'exécute sous Linux, il est toujours possible de déployer cette application-là. Le seul truc, c'est qu'il va falloir la conteneuriser préalablement si ce n'est pas une application qui est déjà conteneurisée. Donc, il va falloir conteneuriser l'application, la déployer dans un dans un registre de conteneurs, que ce soit un registre public comme un Docker Hub ou un registre privé comme par exemple ACR, puis refaire les mêmes étapes qu'on a vues pour l'application web Windows, mais en spécifiant comme source ce registre de conteneurs. Donc, comme on l'avait évoqué il y a quelques instants, qu'est-ce qu'on fait? On déploie l'application web ou on déploie la BD? Parce que si je déploie l'application web, mais que mon data center local n'est pas étendu sur Azure via un site-to-site VPN ou un point-to-site VPN ou un ExpressRoute ou peu importe, vous, vous doutez bien que l'application ne fonctionnera pas parce que la BD ne sera, l'application ne sera pas capable de communiquer avec la BD. Dans ce cas-ci, on peut penser qu'on se retrouve dans un problème de Duff Pitbull, c'est-à-dire si je déploie d'abord la BD, ben, l'application ne fonctionnera pas. Si je déploie l'application, la BD ne fonctionnera pas. En fait, non, on n'est pas dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que si je migre d'abord la BD, il me suffit de changer la connection string pour communiquer avec la BD qui est sur Azure, mais mon application est encore on-prem. C'est sûr que si j'ai une mauvaise connectivité Internet ou une bande passante très réduite au niveau de mon organisation, de mon entreprise, je vais sentir la latence au niveau des communications, mais ça va fonctionner. Dans le cadre inverse, si je déploie d'abord l'application web, puis je ne déploie pas la BD, ben, je peux configurer un hybrid connection pour communiquer avec ma base de données sur site. Et dans ce cas-ci, c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour mettre en place un hybrid connection, on va le voir, c'est assez simple. En gros, ça va nécessiter l'installation d'un agent sur le serveur SQL local de mon infrastructure et qui va établir la communication entre mon infrastructure sur site et mon infrastructure Azure, où se trouve mon application web. Donc, la communication va être sécurisée parce que ça passe en HTTPS, donc sur le port 443. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de configuration particulière dans notre firewall. La latence en tant que telle est peu perceptible. Avec, bien sûr, si j'ai une bonne connectivité réseau, si j'ai une bande passante au niveau de mon entreprise qui est très très faible, je vais sentir la latence. Ok, on ne va pas se le cacher. Mais la beauté aussi ici, c'est que on n'a même pas besoin de changer la connection string. Donc, ma connection string dans mon web config va continuer à pointer sur mon serveur de base de données en local. Donc, si c'est database server 06. Monentreprise.local, par exemple, c'est mon domaine, ben, la connection string va continuer à pointer là-dessus. Et c'est l'agent Hybrid Connection Manager qui va opérer la magie puis qui va permettre la communication. Donc vous voyez ici, ce diagramme-là schématise ce que je viens de vous dire. Donc on a notre web app qui parle à notre Hybrid Connection qui lui est lié à l'agent qui est dans mon domaine d'entreprise, donc mon infrastructure locale, et qui permet d'exposer mon serveur de base de données. Autre chose qui est importante à savoir ici,
c'est que, comment dire, il n'y a pas vraiment d'enjeu de sécurité. Pourquoi? Parce que même si l'agent expose mon infrastructure, ma BSD sur entre guillemets sur Internet, donc pour être consommé par mon environnement Azure, c'est le service Hybrid Connection qui doit initier la communication. Donc, si ce n'est pas cette instance-là, puis il y a bien sûr une des notions de clé de sécurité, mais si ce n'est pas cette instance-là, la communication ne se fera pas. Donc, au niveau de mon assistant de migration, pour pouvoir configurer le Hybrid Connection pendant l'étape de migration, au lieu de faire le skip database, on aurait choisi Setup Hybrid Connection. Et là, on aurait mis le nom de mon serveur de base de données, comme ici c'est VMSQL01, puis le port sur lequel est accessible mon serveur de base de données. L'agent, l'assistant de migration, pardon, va me générer un agent, puis va me dire, regarde, télécharge cet agent-là et installe-le sur ton serveur de base de données. Donc, je vais avoir à installer cet agent-là. Ensuite, dans Azure, je pourrais aller dans, ici vous voyez, je suis dans mon App Service, puis je vais aller dans l'assistant réseau Networking, puis dans Networking, je vais aller dans Hybrid Connection, puis je vais configurer mon Hybrid Connection. Donc si on regarde comment ça s'est mis en place, en fait la vidéo que je vous montre ici, puis vous avez le lien également, va faire un petit peu l'inverse. Donc vous voyez ici, on a un site WordPress qui est sur Azure, donc vous voyez l'URL azurewebsite.net, mais la base de données, donc la base de données MySQL de ce site WordPress est sur site, donc on-prem. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. On va aller dans mon Hybrid Connection, puis vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter ce lien-là. Donc vous voyez ici, on a déconnecté le lien entre la BD on-prem puis notre app service. Donc si on retourne sur notre serveur SQL en local, puis que notre amie Christina tape correctement son mot de passe, vous voyez ici le fameux agent Hybrid Connection Manager qui lui expose notre serveur MySQL, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, lui, il l'expose, et mon instance Hybrid Management dans mon App Service, il faut aussi qu'il l'active aussi, qu'il s'y connecte. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, une des deux connexions a été désactivée, et vous voyez, quand on rafraîchit notre application WordPress, le message est très clair, c'est j'arrive pas à me connecter à la BD. Donc ici, on a démontré Hybrid Connection, mais de façon, on va dire, inverse. Donc, OK, donc maintenant, on a déployé notre application web sur App Service. C'est super. Passons à la base de données. Au niveau de la migration de la base de données, Azure Migrate aussi nous offre des outils pour faire ça. Donc, au niveau des outils pour la base de données, on supporte plusieurs sources. Donc, ça peut être un SQL Server, un MySQL, un PostgreSQL, un MongoDB, un serveur Oracle. Donc, vous voyez qu'on a différentes sources. Et l'assistant de migration de base de données, c'est vraiment une solution de bout en bout pour le déplacement de base de données. Donc, il va faire l'assessment, il va faire la migration de la base de données. Et on verra un peu plus loin, on a même des outils qui vont nous dire si le SKU qu'on a choisi, donc la puissance des machines, si vous voulez, sur Azure, est capable de supporter la demande qui est sur notre serveur. Donc, on a des options pour faire une migration avec relativement peu de coupures au niveau des applications critiques. Ce qu'on entend par là, c'est que il y a deux options de migration, une option qui nécessite l'arrêt de l'application pendant la durée de la migration, et une option où l'arrêt de l'application
est réduit au temps où on fait le switch de connection string. Donc, le temps est beaucoup plus réduit. On verra un peu plus loin ces deux options-là et les avantages et inconvénients de chacune. Donc, au niveau de la migration en tant que telle, comme je vous disais, on a différents outils. On a SQL Server Migration Assistant, qui nous permet de migrer des applications, des bases de données, par exemple Oracle ou PostgreSQL ou AWS, RDS, etc. On a DMA, donc Database Migration Assistant, qui va migrer des bases de données SQL. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va migrer le schéma de nos bases de données SQL, puis les données de nos bases de données SQL. Et on a Database Experimentation Assistant qui, lui, va analyser notre utilisation, puis va nous dire si le SKU qu'on utilise est suffisant pour les besoins de notre application. Et si ce n'est pas le cas, il va nous recommander un SKU en fonction de l'utilisation de notre application. Et on a le DMS, donc le Database Migration Service, qui s'occupera de faire la migration à proprement parler. Donc, au niveau des différents scénarios supportés, en date du jour, vous voyez ici, la date c'est 31 octobre 2019, mais j'ai vérifié encore hier, puis c'est encore ça. Ça n'a pas changé depuis. Mais je vous mets quand même le lien. Ici, vous voyez en haut le lien vers le statut des scénarios, parce qu'au fur et à mesure que de nouveaux scénarios seront supportés, le tableau sur cette page-là va être mis à jour. Mais en date du jour, on a ces on va dire, combinaisons-là qui sont possibles. Par exemple, un serveur SQL sur site, je ne pourrais pas le déployer dans un Cosmos DB ou dans un MySQL ou un PostgreSQL. Okay? Je peux toujours le faire, ce n'est pas impossible, mais là, pas via l'assistant. Il va falloir que je m'occupe moi-même de la conversion du schéma. C'est une job plus complexe, mais advenant qu'on veut passer de SQL Server vers, je sais pas moi, Cosmos DB, c'est toujours possible, mais ça va être plus compliqué. Il n'y a pas d'assistant de migration automatisé qui va nous le faire pour nous. Donc, au niveau, par exemple, de notre base de données SQL Server, si je veux la migrer, donc on voit ici qu'on peut la migrer sur un SQL Database Management Instance ou une VM SQL. Donc, on est d'accord que ici, on est dans un mode PaaS, donc c'est l'infrastructure est gérée pour nous, donc on voudrait, tant que possible, privilégier cette solution-là. Par contre, on a quand même la possibilité de déployer dans une VM avec SQL Server dessus, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution parce que c'est du IaaS, puis c'est à nous de gérer l'infrastructure, etc. Donc, on va dire, mais pourquoi je voudrais aller vers une VM? Parce que vous savez probablement que SQL Database ne supporte pas toutes les features d'un SQL Server complet. Par exemple, le SQL Profiler n'est pas là, le Reporting Services n'est pas là, etc. Donc, si on veut supporter ces fonctionnalités-là, on peut soit aller dans une VM puis gérer notre serveur nous-mêmes, ou aller dans un Managed Instance qui offre les fonctionnalités d'un SQL Server complet, mais avec les bénéfices du PaaS, donc c'est l'infrastructure est gérée par Microsoft. Donc, comme vous voyez ici, c'est un serveur SQL full-fledged, donc avec toutes les fonctionnalités, mais avec les bénéfices du PaaS, donc avec on va dire la gestion dédiée à Microsoft, etc. Donc, au niveau des patchs, etc. Donc, au niveau de la sécurité, c'est isolé, donc on peut le restreindre au niveau de notre VNet. On peut utiliser des adresses IP privées pour éviter de l'exposer sur Internet, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller vers un Azure Migrate, un Azure SQL Server Managed Instance? Ça permet justement ça répond bien au scénario de migration de type pre-host, donc tu veux faire de lift and shift sans forcément aller vers des VM, ou alors faire du refactor, c'est-à-dire je veux faire des modifications minimales à mon application pour qu'elle continue à répondre à mon besoin. En l'occurrence ici, on va changer la connection string, d'accord? Mais si j'ai
j'utilise des fonctionnalités avancées de SQL Server qui ne sont pas supportées par SQL Database, avec un Managed Instance, je les ai sans forcément utiliser de VM. Puis tout ce que j'ai à faire dans mon application, c'est modifier ma connection string. Et ça élimine les besoins de faire du re-architect, donc de remodifier notre solution, ou de faire un rebuild qui est vraiment de redévelopper from scratch notre solution pour tirer profit des architectures résilientes, des architectures serverless, etc. Enfin, une fois qu'on a fait notre migration, Managed Instance, contrairement à une VM, donc du IaaS, nous permet de faire de l'optimisation pendant et après la migration. C'est-à-dire, je peux changer le SKU pour un SKU qui est plus adapté à mon besoin, ce que je ne peux pas forcément faire avec une VM IaaS. Au niveau de l'assistant Data Migration, le DMA, comme on l'a vu un peu plus tôt, DMA en fait, va nous permettre d'évaluer nos instances SQL Server sur site pour identifier tout ce qui touche les problèmes de compatibilité. Donc, par exemple, au niveau du schéma de notre base de données, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont incompatibles avec les nouvelles versions de SQL Server? Admettons, si ma BD sur site est un SQL Server 2008, puis que je vais sur Azure dans un contexte de SQL Server 2019, ça se peut que j'ai des fonctionnalités qui sont incompatibles. Donc là, il va me les afficher. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il va même me donner des astuces pour régler ces problèmes-là. Donc, comment contourner ces problématiques-là. Et il va aussi, l'assistant de Data Migration, va aussi identifier les fonctionnalités qui sont partiellement supportées ou non supportées. Exemple, si je passe de SQL Server sur site vers SQL Database, donc la version passe, il va me dire, regarde, tu utilises du Reporting Services, puis malheureusement, SQL Database ne supporte pas ça. Puis il va me donner des suggestions pour pouvoir l'utiliser. Ça va ensuite envoyer les résultats de cette évaluation-là à Azure Migrate. Et si tout est correct, ça va me permettre de faire la migration de mes instances SQL en local. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça c'est l'assistant Data Migration. Puis ce qu'il me dit ici, je passe d'un SQL Server vers un SQL Database, puis j'utilise Reporting Service. Il me dit, regarde, Reporting Service n'est pas supporté dans SQL Database. Et ce que je te recommande, c'est de l'installer par exemple sur une machine virtuelle, puis d'utiliser SQL Database en tant que source pour ce Reporting Service. Donc, au niveau de la compatibilité en tant que telle, vous voyez ici, j'ai par exemple des problèmes de compatibilité. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit, regarde, ma base de données, c'est un SQL Server 2008 R2. Donc, c'est une version 80. Puis, je vais pouvoir choisir les différentes versions et voir les différentes compatibilités que je vais avoir. Donc, ici, je vois que j'ai 4 problèmes de compatibilité vers la version 14. Et ces problèmes-là, donc, ils sont classés par niveau. Donc, si c'est des breaking change, ça veut dire que ça, je sais que ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'il va falloir que je les règle avant de faire ma migration, sinon j'aurai des problèmes, mon application ne marchera pas. Donc ici, il me détaille le problème, puis il me donne la recommandation. Il va me dire quoi faire pour corriger mon problème. Puis il va me dire sur quels objets de ma base de données le problème, quels sont les objets qui sont impactés par ce problème-là. Les behavior changes, ça c'est des changements de comportement. Ça, vous pouvez faire votre migration sans forcément les modifier, mais je vous dis, faites très attention parce que c'est des problèmes qui sont très sournois. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites votre migration avec des behavior change, ça va fonctionner contrairement au breaking change, mais c'est un changement de comportement, donc ça risque de créer des inconsistances dans vos données ou des problèmes que vous ne pourrez pas déboguer ou qui seront plus difficiles à déboguer.
parce que c'est vraiment un changement de comportement. Donc, votre application a fonctionné, mais pas de la façon attendue. Donc, une fois que tout est beau, puis qu'on a décidé de faire notre migration va se faire en 2 temps. On va d'abord migrer le schéma de la base de données, dans un premier temps, puis dans un second temps, on va migrer les données. Donc, voyons ça ensemble. Donc, au niveau de la migration de notre base de données, on télécharge, on installe notre assistant Database Migration Assistant sur notre serveur SQL local. On l'exécute en tant qu'admin, bien évidemment. Puis ici, on va choisir, je reviens un petit peu en arrière, on va choisir, par exemple ici, de faire un assessment pour commencer. Et on va choisir notre engin de base de données, puis comme source, okay, je vais revenir encore un peu plus en arrière. Donc, vous voyez ici, il y a SQL Server, puis Amazon RDS. Donc, c'est les 2 sources qui sont supportées par Data Migration Assistant. Si vous voulez, par exemple, migrer une base de données Oracle, il faut utiliser le SQL Server Management Assistant, qui lui aussi peut être téléchargé en faisant une simple recherche sur Google. C'est un outil que vous allez télécharger et qui va s'exécuter en local sur votre serveur Oracle, en l'occurrence, comme vous voyez ici là, pour Data Migration Assistant. Puis au niveau des, targets, si je clique au bon endroit, donc au niveau des targets, vous voyez qu'on peut targeter un SQL Database, un Database Managed Instance, etc. Donc on commence par l'assessment, donc l'évaluation. Donc on se connecte à notre serveur SQL source, celui qu'on veut migrer. Et ici, on lance l'évaluation, donc l'assessment. Donc, vous voyez ici, on a un unsupported feature, comme on l'a vu tantôt, qui est le reporting service, avec la fameuse recommandation. Et au niveau des problèmes de compatibilité, donc c'est essentiellement les problèmes au niveau du langage TSQL. Ici, c'est super, on n'en a pas. Génial. Donc, on va être capable de uploader ça vers Azure Migrate. Vous voyez le petit bouton ici. On clique sur Upload to Azure Migrate. Les résultats de l'assessment sont uploadés sur Azure Migrate. Et donc, maintenant, tout est beau. On peut faire notre migration. On peut faire notre... pardon. Hop. J'ai une déconnexion de mon côté. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Je confirme, Tidjani, on voit encore ton écran. Super, ça s'est déconnecté de mon côté. Okay. Je remets ça. Ok, là vous voyez en plein écran la présentation, c'est ça? Exactement, migration en ligne, Super. offline ou en ligne, online. Parfait. Les joies de la technologie. Donc, comme je vous disais, une fois que notre assessment est beau, on peut migrer. Donc, pour la migration, on a 2 niveaux. On peut faire de la migration offline, donc hors ligne, ou de la migration en ligne. Donc, au niveau de la migration hors ligne, le temps d'arrêt de l'application commence en même temps que la migration. Donc, si je dis, OK, vas-y, migre-moi la base de données, la base de données va être arrêtée. Donc, l'application ne sera plus en mesure de communiquer avec la BD. Et cet arrêt-là va se prolonger jusqu'à ce que la migration soit complétée et que j'ai switché la connection string puis que j'ai relancé l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le faites, soit vous le faites en dehors des heures d'utilisation de votre application, ou si c'est une application qui est utilisée 24/7, 365 jours par année, il va falloir informer vos utilisateurs qu'il y aura un temps d'arrêt pour une maintenance. Généralement, cette option-là est plus rapide que la migration online et
c'est fait pour être utilisé, ce qu'on appelle une migration du type one-time migration. C'est-à-dire, on arrête, on migre la BD, puis on remet l'application en ligne. Donc, on réactive l'application. La migration online, donc en ligne, elle est faite pour limiter le temps d'arrêt. Donc, si vous avez un système où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un temps d'arrêt trop long, parce que vous avez un niveau de service qui est très élevé, vous allez privilégier cette option-là. Dans ce cas-ci, l'assistant de migration, pendant le processus de migration, il va synchroniser la BD source avec la BD cible. Donc, c'est une synchronisation unidirectionnelle, vous vous doutez bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs vont pouvoir continuer à alimenter la base de données source, puis la base de données cible sera alimentée, sera synchronisée au fur et à mesure. Une fois que la migration est terminée, on fait ce qu'on appelle le cutover, donc le basculement. Et c'est là que vous allez arrêter votre application. Donc, vous allez arrêter l'application, faire un dernier backup différentiel, l'appliquer sur la base de données cible, changer les connexions string, puis remettre le tout en ligne. Donc, l'inconvénient avec cette technique-là, c'est que vous risquez de perdre des clients pendant l'arrêt du site. Okay. Donc, voyons ça en action. Donc, à partir de notre Azure Migrate, on crée un nouveau projet de migration dans Database Migration Service. Et ici, on choisit notre serveur SQL, puis notre cible, ça va être un SQL Database. J'aurais pu choisir Managed Instance ou même une VM. Les choix vont s'adapter en fonction du fameux tableau que je vous ai montré plus loin, là, des différents scénarios supportés. Et là, on va choisir un offline migration. D'accord? Donc, vous voyez ici, on peut choisir de migrer le schéma seulement ou de migrer la base de données, les données plutôt online ou offline. Le schéma, la migration du schéma se fait, n'est pas, comment dire, n'est pas impacté par le online-offline, c'est la migration des données qui est impactée par ça. Donc, le schéma, vous pouvez y aller en mode online, il n'y a pas de problème. Donc là, on se connecte à notre serveur SQL source. Et une fois connecté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter au serveur de destination. Donc ici, c'est un serveur SQL Database. Je choisis la base de données de source et destination. Bien sûr, je peux avoir plusieurs bases de données sur un même serveur, puis je ne veux peut-être pas forcément toutes les migrer. Et là, on fait une première activité qui est la migration du schéma. Donc ici, la migration a été très rapide. Vous avez vu, ça a duré 2 secondes parce que la base de données n'est pas très grosse dans ce cas-là. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est migrer les données. Donc on peut faire un offline migration ou un online migration. Dans ce cas-ci, on va voir le offline migration. Donc on va cliquer sur Offline Data Migration. On va s'authentifier encore une fois à notre serveur SQL source et à notre serveur SQL de destination.
Encore une fois, on choisit la base de données source et la base de données de destination. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, mettre la base de données source en read-only. Ça, c'est juste une petite coche, juste une petite checkbox, mais qui a beaucoup d'implications au niveau de votre architecture logicielle. Vous mettez votre base de données en read-only. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application ne va plus pouvoir écrire dans votre base de données. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que si votre code n'est pas correctement fait, donc ne supporte pas les principes de résilience, etc., par exemple avec un framework comme Poly, avec des retry policies et tout, vous allez avoir plein d'erreurs dans votre application. D'accord? Parce que vous n'allez pas être capable de mettre à jour la BD. L'idée derrière ça, c'est pourquoi je veux faire un read-only. C'est parce que je veux pas, comment dire, je veux pas que ma BD soit modifiée pendant le temps de ma migration. Donc là, vous voyez, les différents objets vont être importés. Donc j'aurais pu choisir les objets que je veux migrer. Je ne suis pas obligé de tout migrer non plus. Et là, je lance ma migration. Vu que la base de données n'est pas très grosse, ça ne devrait pas durer longtemps. Vous voyez encore une fois 2 secondes. Et la migration est complétée dans ce cas-ci. Au niveau de la migration en ligne, le principe aurait été sensiblement le même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre connection string entre les deux serveurs, source et destination. On va définir un partage de fichiers, donc un Azure Blob Storage, vers lequel les sauvegardes enregistrées de la base de données source vont être téléchargées. C'est-à-dire que notre Database Migration Service, il va faire des backups périodiques de la BD et il va les pousser dans ce blob storage. Et au fur et à mesure que ces backups-là vont arriver dans le blob storage, ils vont être synchronisés sur la BD de destination. OK? Et une fois qu'on a fini, donc une fois qu'on est satisfait de notre migration, c'est là qu'on va arrêter en fait notre base de données source. On va faire un dernier backup avec la ligne de commande que vous voyez en dessous. On va donc notre sauvegarde va être restaurée, puis elle va être uploadée sur le storage account, puis elle va être restaurée sur notre base de données cible. Et là, on confirme le basculement, donc le fameux cutover, c'est-à-dire qu'on dit, OK, là, ma migration est officiellement terminée. Et on va switcher nos connection strings et redémarrer l'application. Puis, c'est fini. Donc, vous voyez ici l'écran de Database Migration Service qui nous montre les différents backups qui sont en train d'être uploadés, puis leur état. Donc, vous voyez ici Restore, c'est-à-dire que tous ceux-là ont été restaurés. Le dernier ici a été uploadé, c'est-à-dire qu'il est rendu dans le blob storage. Il n'a pas encore été restauré. Puis une fois qu'il va être fait, on pourra cliquer ici, par exemple, sur Start Cutover. Et on va confirmer notre cutover. C'est bon, là maintenant, je considère que ma migration est complétée. Donc ce diagramme-là, c'est juste pour vous montrer ce que je viens d'expliquer. Donc là, vous voyez ici que, comme on l'avait mentionné, notre service DMS qui roule sur Azure a besoin d'avoir accès au serveur SQL Database, SQL Server, pardon, sur notre infrastructure locale. Mais si je n'ai pas d'ExpressRoute ou je n'ai pas de Site-to-Site VPN, par exemple, ou Point-to-Site VPN, il ne pourra pas le faire. Vous allez me dire, oui, mais on va configurer un Site-to-Site VPN ou un Point-to-Site VPN. Oui, ça peut le faire. Des fois, c'est par contre plus compliqué. Dans certaines organisations, les politiques de proxy ou de firewall vont faire que cette configuration-là va être plus complexe. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut
utiliser le DMS, Database Migration Service Hybrid Worker, qui est un outil qui va s'exécuter sur notre infrastructure, puis qui, lui, va pouvoir accéder à notre base de données sur site, puis communiquer avec Azure pour transférer le schéma et les données. Au niveau de la tarification, parce qu'on va se dire, ouais, mais Database Migration Service pour la migration en ligne et hors ligne, j'ai juste à choisir en ligne parce que ça réduit le temps d'arrêt. Oui et non, ça dépend de vos besoins. Le offline migration, c'est-à-dire la solution pour laquelle le temps d'arrêt est plus long, est gratuite. Vous n'avez rien à débourser pour ça. Le online migration coûte de l'argent et coûte de l'argent par heure d'exécution. Donc, c'est pas beaucoup, c'est à peu près 32 sous par heure. Okay? Donc, si vous avez une seule base de données à migrer, puis que c'est une base de données qui va prendre, allez, disons, je sais pas moi, 5 heures ou 6 heures, vous en sortez pour en dessous de $2. D'accord? Et si vous avez des centaines ou des milliers de bases de données à transférer, ben vous allez peut-être prioriser. Quelles sont les bases de données qui sont liées à des systèmes qui sont critiques, pour lesquels je ne peux pas me permettre d'arrêter le système pendant trop longtemps? Ben pour celle-là, vous allez opter pour une solution online. Et pour les autres, vous allez opter pour une solution offline. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer votre besoin. Donc là, à ce stade, on a migré notre base de données, on a migré notre application web. Génial, on a terminé. Mais est-ce qu'on a vraiment terminé? Pas vraiment. En fait, Azure Migrate, c'est pas la fin, c'est le début de l'aventure. Parce que maintenant, vous êtes rendu sur Azure, vous êtes rendu dans le cloud. Par contre, vous avez fait du lift and shift. Vous avez ramassé des choses, vous avez transféré telles quelles sur le cloud. C'est peut-être le temps de commencer à penser à vos optimisations. Donc, optimisation en termes de coûts, en termes de ressources. Par exemple, en termes de coûts, je paye peut-être trop cher pour mes ressources. Peut-être vérifier mon utilisation pour réduire mes SKU, ou peut-être que je vais changer mon architecture parce que les services que j'utilise aujourd'hui, je pourrais avoir moins cher en passant par exemple d'une VM vers un conteneur ou vers un app service. Donc, vous allez avoir la réflexion à faire et potentiellement passer par du rehost, refactor, rearchitect, rebuild, donc toutes les phases qu'on a vues un peu plus tôt et qu'on va revoir un peu plus loin. Et vous avez aussi des possibilités d'optimisation, par exemple avec les Azure Hybrid Benefits ou les Reserved Instances. Les Hybrid Benefits, c'est quoi? C'est que si vous avez déjà acquis des licences de Windows ou de SQL Server, vous pouvez les utiliser pour faire baisser le coût de vos ressources Azure. Par exemple, si j'ai à créer des machines, des VM Windows Server 2016 ou des SQL Server 2016 ou peu importe, et j'ai déjà des licences pour ça, ben je peux utiliser ces licences-là plutôt que de payer le plein prix pour une version avec des licences sur Azure. Aussi les Reserved Instances. Si je dis, ben moi, cette application-là, je m'engage pour ces serveurs-là, je m'engage à les réserver pour 1 an ou 3 ans, ça peut baisser significativement les coûts de mes coûts Azure, jusqu'à 62%. C'est ce qui n'est pas négligeable. Et on peut aussi, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, moderniser pour avoir une valeur à plus long terme. Donc, vous voyez au niveau du cost management, donc, on peut établir des budgets, puis on peut voir les budgets qui sont encore, on va dire, en bon état. Donc ici, j'ai consommé 33% de ce budget-là, donc c'est correct, cette solution-là est correcte là pour mes besoins. Par exemple, ici, j'ai défoncé mon budget, donc il y a quelque chose que je dois faire. Là. Je dois potentiellement identifier des opportunités d'optimisation. Et ici, je suis sur le bord, là, donc pareil, il va falloir que j'identifie des possibilités. Ici, c'est intéressant. J'ai défini un budget, mais qui n'a pas été utilisé. Okay. Donc, peut-être que j'ai des ressources ici qui sont, admettons, peut-être des functions qui n'ont jamais été utilisées. Parce que les functions, vous savez, que sont
facturées à l'utilisation. Donc, si j'ai des fonctions qui n'ont jamais été utilisées, ben, peut-être que ces ressources-là ne servent à rien, puis devraient être détruites. Vous savez, c'est aussi des occasions d'optimisation. Donc, au niveau des différentes options, donc, on a le fameux rehost. Donc, les rehosts, ce qu'on fait, c'est du lift and shift. On ramasse nos charges on-prem, puis on les met sur Azure. Par exemple, on va les mettre dans des VM telles quelles. Donc, si j'ai des applications qui roulent sur des serveurs physiques ou des VM on-prem, je vais les mettre dans des VM sur Azure. Pareil pour mes bases de données. Le refactor, c'est souvent qu'on utilise des services Azure, mais qui nécessitent soit pas de changement de code ou le minimum de changement. Donc, par exemple, ici, j'ai des serveurs, des applications web sur App Service, sur des VM sur site, et je vais les migrer vers du App Service. Donc, ce que je vais avoir à modifier, potentiellement, c'est mes connection strings ou de changer mes configurations pour ne plus utiliser mes web configs, mais plutôt exploiter le Azure App Configurator. Pour le Re-Architect, par contre, là, on veut tirer profit de services qui vont me permettre d'exploiter le cloud. Par exemple, de pouvoir faire du scaling, de pouvoir faire de la haute disponibilité, de la résilience. Admettons que j'ai des applications web qui sont sur des serveurs, je vais peut-être les mettre sur un AKS. Faites attention, si vous avez des applications qui ne sont pas scalable, qui ne sont pas conçues pour de la scalabilité, ben là, vous n'allez pas tirer profit de ces services-là. Et enfin, on a le rebuild. Le rebuild, c'est quoi? C'est que je jette tout à la poubelle, puis je recommence. Donc, mes applications, je vais dire, regarde, ces parties-là de l'application, je vais les refaire en function, parce que c'est des traitements ponctuels, asynchrones, et qui sont vraiment ponctuels. Ou certains autres, je vais les transformer en Logic App, parce que c'est des workflows, c'est des orchestrations. Puis, au lieu de les faire dans le code, avec des branchements et des if-else ou des appels dans tous les sens, ben, je vais me faire un workflow pour ça dans Logic App. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que l'optimisation va se faire par étapes, puis devrait se faire par étapes. Donc, Azure Migrate, c'est la première étape, vous êtes rendu sur Azure. Ensuite, vous allez identifier les possibilités d'optimisation, puis vous allez y aller prioriser, puis y aller par étapes, pour tirer le plus gros profit, on va dire, de l'info nuagique et du cloud. Donc ici, vous voyez, on a la migration et la modernisation avec le rehost to factory architect. Le rebuild, là, on est vraiment rendu dans du cloud native, on tire profit du cloud en tant que tel. Puis le replace, qui est de délester nos applications qu'on a conçues nous-mêmes au profit d'applications SaaS existantes. Donc, s'il y a une application qui fait déjà ce que je veux faire, je donne un exemple très banal. J'ai développé une librairie en interne, on a notre service qui nous permet d'envoyer des courriels. Peut-être que SendGrid répondrait à ce besoin. Donc, on pourrait y aller vers un SaaS comme ça. Pourquoi est-ce que je voudrais me débarrasser de mon code on-prem? Parce que je n'ai pas à le faire évoluer, je n'ai pas à le maintenir, je n'ai pas à gérer ses déploiements, je n'ai pas à m'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité dedans. Il y a plein de choses que je peux délaisser. Ce n'est pas juste le code, les lignes de code en tant que tel. Il y a plein de choses que dont je peux me débarrasser, entre guillemets, en allant vers une option SaaS. Faites toutefois attention, le SaaS n'est pas la destination ultime. Et personnellement, je ne crois pas que vous devriez aller vers du SaaS à 100%. Et là, maintenant, pour identifier nos différentes options d'optimisation dans le cloud, on a différentes questions à se poser. Notamment, comment est-ce que je peux tirer profit du cloud? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Donc, je dois y aller d'une shot ou je dois y aller par étapes? Et si je vais par étapes, c'est qui que je dois impliquer au niveau de mon organisation, auprès de qui je dois avoir les autorisations qu'il faut, etc., etc., etc. Est-ce que j'ai les compétences qu'il faut ou est-ce que je dois engager de nouvelles personnes? Est-ce que je dois faire affaire avec des firmes avec des firmes de consultants comme Cofomo ou autres? C'est toutes
des questions qu'il va falloir vous poser. Ce qui est toutefois important à garder à l'esprit, c'est que le cloud n'est pas notre centre de données en local. Okay? On ne bâtit pas des applications pour le cloud comme on le fait pour des applications sur site. On peut le faire, ça va marcher, mais on ne tirera pas profit on ne tirera pas profit des avantages du cloud. Un exemple très simple, même si on devrait, bien souvent on ne le fait pas, c'est de faire de la résilience dans nos applications, donc via des retry policies. Quand on est sur site, on a tendance à ne pas le faire. Mais sur le cloud, si vous ne le faites pas, vous vous mettez à risque. Vous n'allez pas forcément avoir la scalabilité qu'il faut. Azure ou n'importe quel autre fournisseur de cloud, pour pouvoir garantir son niveau de service, va des fois déplacer des charges. Donc, vous risquez d'avoir des micro-coupures de service. Puis, si votre code ne supporte pas des retry policy, vous allez avoir des erreurs dans vos logs. C'est ce que j'appelle moi personnellement des fausses erreurs, parce que vous allez les diagnostiquer, les analyser, et vous vous rendre compte que finalement, c'est dû à une erreur intermittente que potentiellement Azure a déplacé à votre service d'un blade vers un autre ou d'un data center vers un autre, ou peu importe. Et vous comprenez l'idée. Donc, autre chose aussi qui est important. Notre application, maintenant, comme on l'a vu, notre application web et sa base de données sont rendues sur Azure. Merci Azure Migrate. Mais qu'est-ce que je fais maintenant pour déployer un correctif? Comment est-ce que je peux déployer un correctif de bug de production? Comment est-ce que je peux déployer une nouvelle version de mon application? Est-ce que je dois repasser à chaque fois par la case Azure Migrate? En sentant que ce n'est pas vraiment la solution idéale. Je peux le faire, mais ce n'est vraiment pas la solution idéale. Donc, c'est là qu'intervient le DevOps et l'automatisation. Donc, il faut le voir comme un facilitant pour continuer notre aventure dans le cloud. Azure Migrate nous a amené vers le cloud. Le DevOps va nous permettre de continuer notre aventure dans le monde du cloud. Donc, l'adoption du DevOps nous sera d'une grande aide pour poursuivre cette aventure, donc, via la mise en place de nos pipelines de CI/CD, nos scripting d'infrastructure. Donc, on ne déploie pas juste nos applicatifs, on déploie aussi nos infrastructures via nos pipelines. On valide la conformité de nos infrastructures. Est-ce que ce que j'ai déployé est vraiment ce que je voulais avoir? On a nos déploiements automatisés, on a nos tests automatisés, on a notre traçabilité de bout en bout, ce qui nous permet d'identifier plus rapidement les problèmes. Étant donné qu'on a des pipelines et que tout est scripté, on peut facilement faire des retours arrière si c'est nécessaire. Aussi, on peut tirer profit des autres services en cloud. Donc, on a vu Azure Migrate utilise un sous-ensemble des services Azure, mais on peut exploiter d'autres services une fois qu'on est rendu sur Azure. Par exemple, on veut étendre notre centre de données local vers le cloud. Donc, on peut utiliser des services pour ça. Donc, on a les VNet, on a des ExpressRoute, on a des VPN Gateway pour faire du site-to-site VPN, point-to-site VPN, on a des private links. Au niveau est-ce qu'on a des modèles qui sont recommandés pour pouvoir tirer profit de tout ça? Oui. Le Cloud Adoption Framework, par exemple, nous propose différents modèles, des modèles HubSpot en l'occurrence, comme vous voyez ici. Au niveau aussi de l'authentification, est-ce que je peux m'authentifier sur site autant de la même manière que je m'authentifie en info nuagique? Sous-entendu, est-ce que je peux transférer mes users locaux, mon AD local, vers mon AD Azure? Oui. Est-ce que je peux le synchroniser ces AD? Est-ce que je peux tirer profit de d'autres mécanismes d'authentification? Par exemple, si je veux que mes utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes sociaux, un Twitter, un Facebook, un Gmail, peu importe. Oui, Azure AD B2C peut nous aider pour faire ça. Est-ce que je peux fédérer les AD de mes partenaires? Effectivement, je peux le faire aussi avec Azure AD B2B. Donc, vous voyez ici, par exemple, je peux fédérer mon AD local avec Azure AD Connect dans Azure Active Directory, puis utiliser ça pour authentifier autant mes users sur site que mes users qui sont dans le cloud, pour accéder aux applications dans le cloud, sans forcément avoir à maintenir deux identités différentes. On a aussi le regroupement efficace de nos ressources. Donc, il faut penser à une stratégie de gouvernance de nos ressources, et notamment ce qui implique
le découpage de nos groupes de ressources. Est-ce qu'on le découpe par environnement, donc dev, staging, prod, acceptation, you name it, ou est-ce qu'on le découpe par application, ou est-ce que c'est une combinaison de tout ça? Donc, certaines organisations vont découper leurs ressources groupes par type de ressources. C'est aussi une solution, pas celle que je recommanderais personnellement, mais c'est possible aussi. Comment est-ce que je vais nommer ces groupes de ressources pour que je puisse les gérer efficacement, etc. Au niveau de l'accès à ces ressources-là, comment est-ce que je peux sécuriser l'accès? Donc, via, par exemple, des airbags, des role-based access control, je peux dire tel groupe d'utilisateurs ou tel security principles, donc des comptes de service, ont les permissions pour accéder à ces ressources-là, à tel VM, à tel web app, à tel serveur SQL. Puis s'ils ont accès, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dessus? Est-ce qu'ils peuvent en créer? Est-ce qu'ils peuvent les supprimer? Est-ce qu'ils peuvent modifier leur configuration? Etc., etc., etc. Il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place via le Cloud Adoption Framework que vous pouvez prendre tel quel ou adapter à vos besoins. On a aussi le bon choix de service pour moderniser nos applications. Oui, AppService c'est une option, mais ce n'est pas le seul. Les VM non plus. J'ai les functions, j'ai Arrow, donc Red Hat OpenShift, j'ai ACI, j'ai AKS, j'ai des static web apps, j'ai des static websites, j'ai plein de solutions différentes. Pareil pour les bases de données, on en a plein. Pour on va dire la communication ou l'exposition de mes services. Est-ce que j'utilise des load balancers? Est-ce que j'utilise des application gateway? Si oui, est-ce que je veux sécuriser l'accès? Est-ce que c'est un front door? Est-ce que c'est un app gateway? Est-ce que j'utilise des CDN pour réduire la latence? Est-ce que j'utilise du caching? Si c'est le cas, est-ce que c'est j'utilise le Azure Redis Cache? Est-ce que j'utilise un cache dans un conteneur sur une VM, un cache dans un conteneur dans un AKS? Est-ce que j'utilise, je sais pas moi, des fournisseurs tiers via le marketplace? Il y a plein de solutions et plein de possibilités et plein de beaux défis qui vous attendent, plein de belles questions à laquelle vous allez devoir répondre. Pareil pour des services Windows. Si j'avais des services Windows en local, comment est-ce que je peux reproduire ça? Ben, ça peut être un Azure Automation, ça peut être une function planifiée avec une récurrence, ça peut être un web job, ça peut être un Azure Batch. Il y a plein de solutions. Pareil pour la communication asynchrone. J'utilise les storage queues, les service bus, event grid, event hub, ça dépend de mon besoin. Ça peut être une combinaison de tout ça aussi. Pour la protection de mes secrets, j'ai Azure Key Vault dans lequel je peux protéger des mots de passe, je peux protéger des API keys, des connection strings, des certificats, je peux activer le renouvellement automatique, je peux utiliser le Key Vault Reference pour m'assurer que ma web app aille chercher l'information sécurisée dans la Key Vault sans forcément exposer cette information-là dans mon web config, par exemple. Puis pour cela, je vais donner une identité gérée à ma web app et donner les permissions à cette identité-là pour aller chercher uniquement cette clé dans la Key Vault sans devoir exposer toutes les informations secrètes à cette identité gérée. L'identité gérée, ça permet aussi de ne pas exposer des mots de passe de cette identité-là. L'identité, ce qui fait qu'elle est gérée, c'est que c'est un compte de service et on va dire qui est caché derrière cette identité-là, mais c'est Microsoft qui gère le mot de passe. Donc, je n'ai même pas besoin d'exposer le mot de passe. Puis, le mot de passe il va y avoir une rotation de cette information-là pour s'assurer que même s'il est compromis, le laps de temps pendant lequel il est compromis n'est pas trop long. Donc, je vais faire un shameless plug ici. Là. Je vous mets le lien vers une présentation que j'avais faite en mars dernier dans le cadre des Microsoft Cloud Digital Series, dans lequel je montre, je passe à travers différentes options pour sécuriser une application web avec des exemples. Donc, si ça vous tente, ça dure à peu près 1 heure. Je vous invite à aller regarder cette présentation. Et bien sûr, il y a bien plus que ça. Donc, il y a plein de services Azure qui existent.
on ne peut pas passer au travers en une journée, mais je vous laisse les explorer puis voir ceux qui répondent à vos besoins. Donc, Azure Migrate, ça nous permet de faire une première étape dans la migration vers Azure. Donc, on parle de ce qu'on appelle le lift and shift, donc on transfère nos charges. Et les différents assistants qui constituent la solution Azure Migrate nous permettent de faciliter cette migration-là avant la migration, donc via l'évaluation pour pouvoir tout de suite nous donner les erreurs potentielles qui vont se présenter à nous. Et s'il n'y a pas d'erreur, ils vont faire la migration pour nous. Et dans un deuxième temps, il va falloir moderniser nos applications. Je vous mets des références ici qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre exploration de la migration via Azure Migrate. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Je pense qu'on n'a pas dépassé beaucoup le temps alloué. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Tidjani, pour cette présentation. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent encore poser des questions. Le chat est ouvert encore pour quelques minutes. Donc, on attend vos questions. Et puis, si vous avez des questions après cette présentation, je vous invite bien entendu à contacter directement Tidjani. Je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Alors Tidjani, nous n'avons pas de nouvelles questions dans le chat pour le moment. Ok. Nous avons un simple, une personne qui te dit merci Tidjani pour cette présentation. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir passé votre soirée avec nous. Merci Pierre. Je pense que si on n'a pas de nouvelles questions, je te propose de terminer cette session. Parfait. Puis de toute façon, vous avez mes informations de contact, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, comme le dit Pierre, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notre channel YouTube. La présentation sera disponible demain dans la journée. Merci encore. Merci Tidjani pour cette première présentation de l'année pour la communauté Microsoft Azure Québec. Et puis, on espère se retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.